bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on parlera de Je suis une légende de Richard Matheson. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez le film avec Will Smith, sorti en 2007. Par le passé, j'ai été comme vous. J'ai commencé par voir le film. Je devais avoir une dizaine d'années à l'époque, quand c'est sorti. Avec mes yeux d'enfant, je me souviens avoir aimé. Avec mes yeux d'adulte et le souvenir que j'ai de ce film, parce que en fait je l'ai jamais revu, je pense que il faut passer son chemin, quoi. On rate rien à ne pas regarder ce film. Et donc bon bah comme je te dis, on va parler du bouquin et pas du film, mais je vais quand même commencer par t'énoncer deux trois différences entre les deux, puisque j'ai lu le livre il y a quelques semaines. Et il y a des différences notables qui font que le livre est vachement supérieur au film. Donc déjà dans le livre, on suit les péripéties d'un dénommé Robert Neville, et donc à la grande différence du film où le personnage principal c'est incarné par Will Smith, là notre personnage principal c'est un blond aux yeux bleus, donc rien à voir avec Will Smith. Et donc ce Robert Neville, donc il vit cloisonné dans sa maison, reclus. En fait, c'est un peu l'archétype d'un ermite qui déteste tout le monde, sauf que la particularité de cet ermite, c'est qu'il vit dans un monde où la population est transformée en zombie, ou plutôt je devrais dire en vampire. Voilà, parce que deuxième particularité, ou plutôt deuxième différence entre le film et le livre, donc c'est que dans le film, il me semble qu'à l'époque, il nous avait été vendu comme étant un film de zombies, un film apocalyptique, tout ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le bouquin, on est à l'aube de l'apocalypse. On est même en plein apocalypse. Enfin, c'est un peu plus subtil que ça, mais je vous laisse le plaisir de le lire pour découvrir tout ça. Mais dans le bouquin, on parlait exclusivement de vampires et non pas de zombies. Et c'est là où je trouve que le livre est beaucoup plus intéressant, puisque on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on veut raconter avec des vampires plutôt qu'avec des zombies. Enfin ça c'est mon avis personnel. Donc, pour en revenir à ce que je disais, cet homme, Robert Neville, encloisonné dans sa maison, donc on le sent tout au long de la narration, on le sent tiraillé entre l'envie de s'en sortir, qui découle de l'instinct de survie tout simplement, et l'envie de mettre fin à ses jours, qui découle du désespoir. Et je me souviens que dans le film, on, on ressentait pas tant que ça le désespoir à travers le personnage principal. Je me semble que la quête ultime du personnage principal, c'est simplement de trouver un remède à l'épidémie. Et comme de toute façon c'est un film hollywoodien et que c'est Will Smith et tutti quanti, bah, on sait déjà que qui va trouver ce remède avant même d'avoir vu la fin. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, vous pouvez passer votre chemin si par chance vous n'avez pas vu ce film, quoi. Par contre, ne passez pas à côté du bouquin. Il me semble que c'est considéré comme un classique de la littérature en science-fiction. Donc voilà pour la petite info. Donc oui, tout à l'heure, je vous disais aussi que donc, la différence entre zombie et vampire, donc zombie pour le film et vampire pour le bouquin. Et donc, précisez-moi si je me trompe, mais il me semble que à partir de là, on peut dire que les deux œuvres n'ont plus rien à voir. Donc dans le roman, au bout d'un moment, il y a un passage qui nous parle de d'où vient la maladie, d'où vient la contamination, et on entend des influences sur les légendes urbaines, sur les histoires qu'on nous raconte dans la vie de tous les jours, hein, sur les vampires. Et je pense que l'auteur s'est inspiré de tout ça, notamment de Dracula et des légendes urbaines du Moyen Âge, parce qu'on retrouve le fameux cliché des colliers d'ail, de se mettre de l'ail
autour de soi pour faire fuir les zombies, lapsus, pour faire fuir les vampires. Et dans le roman, on retrouve ça et ça marche. On retrouve aussi si je dis pas de bêtises, on retrouve la fameuse légende comme quoi un vampire qui se regarde dans une glace, il a pas de reflet dans le miroir. Et je crois qu'on retrouve aussi ça dans le roman. Donc toujours pour faire la comparaison avec le film, il me semble que dans le film, enfin, qu'est-ce que je dis de la merde, puisque en fait je vous dis que dans le film c'est pas des vampires, c'est des zombies. Donc, et c'est aussi à ce niveau-là pour ça que je disais que je pense que c'est plus intéressant l'histoire avec des vampires, qu'on peut aller plus loin dans la narration, puisque en fait dans les zombies, à part dire que c'est des zombies, tu vois, tout pâles, sans âme, qui vivent comme un peu des robots, quoi. Et du coup, c'est très plat, je trouve. Tu vois, derrière les vampires, il y a tout un folklore qu'il n'y a pas avec les zombies. Mais encore une fois, ça, c'est mon avis personnel. Oui, donc je suis en train de lire un peu mes notes en même temps, et là, je tombe sur un truc. Donc, je vais te le lire. Le roman sera peut-être plus familier aux lecteurs de Twilight plutôt qu'à ceux de The Walking Dead. Ou peut-être qu'il remettra d'accord les deux lecteurs. Et ouais, parce qu'en fait, pour simplifier énormément la chose, le film peut s'apparenter à The Walking Dead pour les zombies et le bouquin à Twilight pour les côtés vampires, quoi. Sauf qu'à aucun moment, dans Je suis une légende de Richard Matheson, il n'y a aucune romance. Il n'y a pas de romance, mais il y a une relation extrêmement particulière entre le personnage principal et un chien errant. Et encore une fois, on retrouve ça dans le film, sauf que dans le film, depuis le départ, Will Smith il est avec son chien, alors que dans le bouquin, le personnage principal tombe sur le chien un peu par hasard et en plein milieu de l'histoire. Donc, enfin, je vais pas spoiler, je vais rien raconter de ce qui se passe. La relation homme-chien dans le bouquin est 100 fois plus intéressante que dans le film. Encore une fois, le film est plat et inintéressant au possible. Et pour vous dire, dans le bouquin, donc la relation entre le chien errant et le personnage principal, ça m'a rappelé le roman de Jack London, Cro-Blanc. Pour ceux qui ont lu Cro-Blanc, vous comprendrez de quoi je parle. Et donc cette partie du roman, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué. Ça m'aura presque fait verser une petite larme, tu vois, tellement c'était poignant. Et donc c'est à un moment clé de l'intrigue, quand le personnage principal il perd tout espoir et qu'il est prêt à en finir avec sa vie, qu'il tombe nez à nez avec ce chien en fait. Et l'histoire entre les deux est élaborée de telle sorte que moi, à titre personnel, ça m'a pris aux tripes en fait. Et au dénouement de cette relation entre les deux, ça m'a ému, quoi. Ému à en perdre une petite larme. Voilà, je continue toujours de lire mes notes et je vois un autre point clé que j'aimerais aborder. C'est que dans le roman, on aborde des questions éthiques et morales aussi, qui reviennent tout au long du déroulement de l'histoire. À savoir, est-ce qu'il est acceptable ou non de tuer son prochain pour sa propre survie, tout en sachant que ceux qui sont considérés comme notre prochain, nos semblables, ont été contaminés et sont donc condamnés à ne plus être des hommes en tant que tels, mais de par la contamination, donc ils sont devenus des vampires des vampires noctambules à la recherche de sang frais. Parce que voilà, encore autre point qui fait partie du folklore des vampires, donc c'est que le vampire va chercher à boire le sang. Il va toujours chercher du sang frais pour survivre. Et donc ces questions-là se posent tout le long, parce qu'en fait on se rend compte que malgré la maladie qui rend les hommes vampiriques, et ben en fait les vampires ils sont dotés d'une conscience comme n'importe quel être humain. On se pose, malgré le fait qu'on nous expose le fait qu'ils soient des vampires, on nous induit parfois un peu en erreur à pas trop savoir en fait, mais est-ce que c'est quand même des vampires ou est-ce que c'est juste des gens malades? Moi en tout cas je me suis posé la question tout le long. Je me suis posé cette question. Et donc, il y a des particularités qui font qu'on se pose ces questions, et une en particulière, c'est que quand notre personnage principal est cloisonné dans sa maison,
il observe par le judas de sa porte les vampires à l'extérieur. Et donc les vampires, c'est sa famille, c'est ses amis, c'est ses collègues de travail, c'est ses voisins. Et donc il en reconnaît certains, et notamment chez les femmes, il se trouve que les femmes qui ont été contaminées et qui sont des vampires se dénudent pour essayer d'attirer l'attention de notre personnage principal, pour essayer de l'amadouer, pour ensuite bien sûr le choper et boire son sang, et ainsi de suite. Lui se transformera, et on découvre à travers ça que les vampires sont dotés d'intelligence. En fait, c'est là où on peut se poser la question de mais est-ce que c'est vraiment des vampires, ou est-ce que c'est toujours des êtres humains qui sont simplement malades, quoi. Donc voilà, toujours je lis mes notes, et oui, c'est vrai que les femmes à moitié dénudées dans la rue qui tentent de la guicher, c'est clairement dit qu'ils tentent aussi de le séduire, tu vois, en montrant leur corps nu, et limite aussi à se toucher, il me semble. Donc ça va très loin quand même. Et à plusieurs reprises, donc Robert Neville, notre personnage principal, il se fait violence à chaque fois. Il se force pour ne pas craquer. C'est un peu comme un jeune adolescent qui découvre ses hormones, tout ça, et qui en peut plus face à toutes les filles devant lui, qui trouve craquantes, quoi. Et donc voilà, face à ces pulsions instinctives qui en temps normal peut-être le pousseraient à accepter les avances d'une femme, là c'est une femme, mais une femme vampirisée. Donc il se fait violence pour ne pas craquer, et tout ça, ça joue sur son moral, et sur son envie de survivre ou non, tu vois. Et voilà. Et j'arrive à peu près au bout de mes notes, donc je vais... Pour ce qui est de la fin du roman, je vais pas du tout te raconter ce qui se passe. Tout ce que je peux te dire, c'est que je l'ai trouvé grandiose. Et après tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, que ce soit des romans du classique, que ce soit du style à la Paulo Coelho, ce genre de truc, de la fiction, de la non-fiction. Si je prends tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, de type roman, attention, eh bien, Je suis une légende, je le mets en première position sur les meilleures fins de romans que j'ai lues jusqu'à maintenant. Donc la fin de Je suis une légende, pour moi, est un peu à l'image de la fin de l'Attaque des Titans, pour ceux qui auront lu le manga. Parce qu'il me semble que l'anime est toujours pas terminé, mais moi j'ai surtout lu le manga jusqu'au tome 33 ou 34, 34 il me semble. Et j'avais adoré la fin de l'Attaque des Titans. Pour le peu de reviews que j'ai lues sur internet, il me semble que beaucoup de gens se sont plaints de la fin, n'ont pas aimé. Moi j'ai juste adoré, en fait, j'adore ce genre de fin. Et donc la fin de Je suis une légende est un peu à l'image de la fin de l'Attaque des Titans. J'ai écrit un petit texte, ça fait 2 phrases qui me sont venues en tête, en fait, quand j'ai fini de lire le roman, donc je vais te le lire. Parfois, il faut accepter la fatalité, que les choses nous dépassent, et que même après s'être battu vaillamment et avec honneur, il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. L'important est de rester digne, de garder la tête haute, et de garder en vue l'avenir qui nous attend, et ce, même au prix de sa propre vie. Donc voilà, peut-être ça te donnera un peu une idée de ce que je voulais te dire à travers le fait que la fin de Je suis une légende est à l'image de l'Attaque des Titans. À condition bien sûr que tu aies lu le manga jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était le petit podcast, petite review on peut dire, je sais pas, on verra bien par la suite. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur le roman Je suis une légende de Richard Matheson. Donc si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à te l'acheter dès que possible et d'y jeter un œil, non seulement d'y jeter un œil, mais d'aller jusqu'à la fin pour découvrir cette fin magnifique. Et puis si tu l'as déjà lu, ben, je t'invite dans les commentaires à me dire ce que toi tu en as pensé, et notamment de la fin, parce que je suis curieux de savoir... en fait, je suis curieux d'avoir l'avis d'autres personnes sur ce genre de fin. Puisque avec l'Attaque des Titans, j'ai l'impression que ça déplaît, mais est-ce que chez les gens qui lisent des romans, ils aiment ça ou pas? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et donc voilà quoi, je ne sais pas comment terminer cette vidéo, ce podcast. Donc ben, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser là.
Je te dis à la prochaine. Bye.